Bonjour, bon réveil et bienvenue à tous dans ce nouveau magazine mensuel intitulé Café Croissant Environnement. Je voudrais commencer cette première édition en remerciant Radio Campus de nous avoir proposé de reprendre le magazine consacré à l'écologie qui était présenté jusqu'en juin dernier par Stéphane et Thierry. Quand je dis « nous », il s'agit d'Alter Bourgogne-Franche-Comté. En quelques mots, Alter est une association installée à Dijon qui fête ses 10 ans cette année. Alors Alter a 4 grandes missions qu'elle mène de manière coordonnée avec de très nombreux partenaires sur le territoire. Je vais faire court. Elle fait ce qu'on appelle de l'observation, c'est-à-dire qu'on suit les évolutions de l'environnement au niveau régional, comme par exemple les productions d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre ou les quantités de déchets produites. Nous sommes par ailleurs aux côtés des collectivités et des associations pour favoriser les pratiques responsables, ce qui se traduit par de l'animation de réseau, c'est la mission accompagnement. Nous agissons aussi dans le domaine de l'éducation à l'environnement et au développement durable, également appelé EEDD. Et enfin, nous avons pour mission de faire émerger les enjeux de demain. C'est ce que nous faisons à travers nos conférences annuelles, ouvertes à tous, ou encore notre publication Repères. Alter, c'est aussi un centre de ressources ouvert au public. Nous sommes situés dans l'écoquartier Eudelet 26, derrière le Grand Dijon. Nous sommes 14 salariés et nous sommes financés principalement par le Conseil régional, l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et l'État. Voilà pour la présentation d'Alter. Alors, d'écologie, certes, nous allons en parler lors de notre émission mensuelle. Nous parlerons aussi d'environnement au sens large, c'est-à-dire de tout ce qui nous environne, tout ce qui n'est pas moi, disait Albert Einstein. Et nous parlerons plus globalement d'économie sociale et solidaire et de développement durable. Voilà donc vaste programme. Pour aborder tout cela à travers des sujets concrets, je recevrai des invités qui apporteront leur point de vue, leur éclairage, leur témoignage ou encore leur expérience. Et je serai généralement accompagnée d'un ou d'une de mes collègues en fonction des sujets abordés. En fin d'émission, je consacrerai quelques minutes à l'annonce d'événements et de sorties en région et quelquefois des rendez-vous nationaux. Et je présenterai 2 ouvrages sélectionnés d'après le thème traité. Alors, pour commencer cette émission, je voudrais citer Barbara Pompili, la secrétaire d'État à la biodiversité, par ailleurs citée dans la revue Oui Demain. Elle dit « Toutes les décisions de droite ou de gauche devraient intégrer une dimension écologique. En clair, tout le monde devrait être écolo. » Alors, être écolo, ça veut dire quoi ? Est-ce être convaincu de notre devoir de prendre soin de notre milieu et de nos relations avec les êtres vivants ? S'agit-il de passer toutes nos décisions au crible de l'écologie et du développement durable ? Se demander si l'on peut faire les choses autrement, d'une manière qui préserverait davantage la planète. Au quotidien, les questions à se poser seraient donc : quel moyen de transport vais-je utiliser ce matin pour aller travailler ? La voiture individuelle, le covoiturage, le tram, le vélo, la marche à pied. Que vais-je manger à midi ? Un steak, un plat tout fait, un plat végétarien ? Où vais-je faire mes courses ? Au supermarché ou au marché où je trouverai des producteurs locaux ? Comment vais-je nettoyer ma cuisine ? Avec des produits chimiques industriels ou un mélange de vinaigre blanc, de bicarbonate de soude et d'huile essentielle que je peux composer moi-même. Est-ce que ces questions nous mènent au changement de comportement et d'habitude dont on parle tant dans un contexte de crise environnementale et de transition ? Ou est-ce que cette liste de questions s'apparente plus à des éco-gestes, n'entraînant pas forcément de changement profond, de changement de valeur ? Je vous propose d'en parler avec mes invités. Je suis aujourd'hui en présence de mon collègue Aurélien Triot, chargé de mission territoire et développement durable à Alter. Bonjour Aurélien. Bonjour Stéphanie. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphanie. Isabelle Escousse, vous êtes médecin, spécialiste des thérapies comportementales et avez exercé pendant de nombreuses années comme directrice des ressources humaines d'un groupe international. Alors pour commencer, je voudrais vous demander, pour vous, c'est quoi être écolo, Isabelle ? Alors je crois qu'être écolo, c'est un petit peu tout ce que vous avez énoncé précédemment. Il y a quelque chose au niveau social, au niveau de la société en général, et puis au niveau de l'individu. On peut effectivement avoir des éco-gestes au quotidien, sans pour autant adhérer à toutes les valeurs. Et inversement, on peut avoir beaucoup de valeurs écologistes, et puis ne pas forcément avoir des gestes écologiques. Aurélien, j'anticipe ta réponse. Je pense que tu vas préférer nous parler d'emblée de développement durable. Je vais déjà essayer de répondre à la première question par rapport à l'écologie. Être écolo, moi j'aime bien revenir sur l'origine du mot. Écolo, à la base, ça vient du grec, oikos et logos, qui veut dire maison, habitat et discours. Aujourd'hui, quand on parle d'écologie,
on parle plus d'écologie, d'écolo avec un volet très environnemental. Quand on est écolo, on cherche surtout à préserver la planète, mais il y a aussi des questions de préserver l'homme, les liens entre les hommes, etc. Et donc du coup, moi je préfère effectivement la définition de développement durable, voire même la définition de développement soutenable, où là l'homme, l'économie et la nature, l'environnement en tant que tel, prennent leur place. Et derrière la notion d'environnement, il y a effectivement l'environnement quand la majorité des gens l'entendent, mais pour moi l'environnement c'est surtout ce qui nous entoure, je dirais plutôt les environnements de vie. Donc l'écosystème dans lequel on vit, sur lequel on est, donc la planète Terre, etc. Et donc du coup, très souvent, on parle d'écologistes, mais derrière la terminologie d'écologiste qu'Isabelle employait comme terme, on a plutôt une connotation politique aujourd'hui. Et quand on parle plutôt sous un aspect scientifique de quelqu'un qui travaille sur l'écologie en tant que telle, on parle d'écologue. Voilà toute la nuance pour moi entre l'écologie politique et l'écologie au quotidien. Donc c'est pour ça que je préfère le terme de développement durable, même si aujourd'hui il fait débat. Alors globalement, est-ce que les Français sont écolos? Si on regarde les études et les sondages qui ont été réalisés récemment, les résultats sont assez contrastés. Selon un sondage IFOP pour Atlantico.fr, seuls 36% des Français pensent que l'écologie est tout à fait prioritaire, très loin du chômage, de la délinquance ou du pouvoir d'achat. À côté de cela, 2 personnes sur 3 cherchent à économiser l'eau du robinet, sachant qu'il y a 15 ans, la motivation était largement financière, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt le désir de préserver la ressource naturelle qui prédomine. Les 18-25 ans sont 57% à déclarer fermer le robinet pour éviter le gaspillage inutile, en hausse de 22 points en 15 ans. Autre évolution positive constatée, la généralisation du tri des déchets, des sacs réutilisables ou encore l'augmentation de la consommation bio. Alors Aurélien, qu'est-ce que toutes ces évolutions indiquent d'après toi? Bon, c'est un ressenti personnel, mais moi ce que je ressens, c'est vrai qu'on me pose souvent la question de savoir si les Français sont écolos ou le monde est écolo. Mais je dirais moi plutôt que ce que j'observe, c'est qu'il y a une dynamique. On est rentré dans une dynamique qui s'amplifie au quotidien. C'est-à-dire que cette dynamique, elle est synonyme d'une transition. Voilà, on était dans un certain état il y a quelques années, on a pris conscience, on prend encore conscience de certains enjeux, et donc du coup on est dans une transition. Une transition, ça veut dire qu'on est en mouvement vers quelque chose, bien sûr qu'on n'a pas forcément encore identifié, bien défini, on tâtonne, mais voilà, il y a une prise de conscience individuelle et collective qui est là. À l'échelle de chacun, chaque individu a ses propres repères, a ses propres enjeux, a ses propres contraintes, mais aussi à l'échelle collective, dans le sens où des entreprises sont rentrées en dynamique avec des démarches de type normiso ou même greenwashing pour moi est une étape, et puis la loi aussi qui évolue dans ce sens-là. En fait, pour moi, ce qui se passe depuis plusieurs années, c'est que la globalisation, la mondialisation a fait que les gens se sont rendus compte qu'en vérité il n'y avait qu'une seule planète Terre et qu'il n'y avait pas de solution alternative. Et donc du coup, on a beau essayer de changer, de rechercher dans les étoiles une autre planète, on n'aura pas le temps d'y aller. Donc il faut effectivement changer. Le monde change, avec nous ou sans nous, le monde est en train de changer. Toutefois, le nouveau modèle doit encore faire ses preuves, trouver son équilibre et effectivement doit faire sa place dans le paysage. Donc du coup, aujourd'hui, nos habitudes, nos comportements doivent intégrer ces nouvelles normes, ces enjeux et évoluer au fil du temps au regard de ce qui se passe autour de nous. Alors, on va parler justement des habitudes, oui, un peu après. Ouais, un peu après, mais je voulais effectivement terminer cette réponse en vous disant qu'il y a des personnes qui ont un peu retracer l'histoire du monde en disant que si on résumait l'histoire de la Terre à une journée de 24 heures, une seconde égale 53 000 ans. Et donc du coup, imaginez le temps que ça représente les 50 dernières années ou le siècle qu'on est en train de vivre dans la vie de la planète. Donc moi je comparerais peut-être que, en reprenant un peu cette historique, je comparerais en disant que j'espère qu'on est juste en train d'avoir un hockey au niveau de la planète Terre et que on est en train de retrouver une nouvelle harmonie avec la Terre dans les années qui arrivent. Alors donc tu parlais de dynamique collective et puis finalement chacun aussi a sa part de responsabilité, chacun peut faire les choses à sa propre échelle. Toi, est-ce que tu as toujours eu un comportement écolo ou comment est-ce que ça a commencé pour toi ? Je n'ai jamais toujours eu un comportement écolo, même encore maintenant, je m'autorise, on va dire, certaines déviances, on va dire. Mais voilà, pour travailler avec des territoires dans des démarches de développement durable, moi, ce que je préconise en premier, c'est l'amélioration continue.
Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, on part tous d'une base, et puis au fil de cette base, au fil de notre vie, on fait des échecs, on apprend, on se relève, mais aussi on se rend compte qu'on a fait des erreurs, on apprend, et puis on évolue. Moi, à la base, c'est plutôt une notion de respect qui est là, c'est-à-dire que voilà, j'ai été éduqué avec certaines valeurs de respect par rapport aux gens qui m'entourent, à l'environnement qui m'entoure, et donc mes parents m'ont appris les éco-gestes. Quand on pique-nique à cet endroit-là, on jette pas les déchets, quand on découvre des personnes, on les respecte, etc. Et c'est cette valeur de respect qui est restée. Et puis au fur et à mesure, cette valeur de respect s'est confrontée à des enjeux que je vois dans la rue, que j'entends dans les médias. Et puis maintenant je suis papa et voilà, j'ai de nouvelles responsabilités qui sont là. Et à ton tour aussi, tu vas faire l'éducation de ton fils. Et à mon tour, voilà, et je vais essayer de ne pas l'éduquer sur des éco-gestes, mais sur des valeurs. Ok, ça aussi on en parlera, éco-gestes et valeurs. Alors je voudrais maintenant vous faire écouter un témoignage, c'est celui de Nadège, une citoyenne, journaliste, qui à la suite d'une mission professionnelle pour Alter, a été convaincue de changer un certain nombre de choses dans sa vie de tous les jours. Non seulement elle a été convaincue de la pertinence des changements à opérer dans sa vie quotidienne, mais elle les a réellement mis en place. Vous avez réalisé une mission professionnelle pour Alter qui vous a mis en relation avec des acteurs de l'environnement, en l'occurrence des acteurs de la prévention des déchets. Et à cette occasion, il s'est passé un déclic dans votre comportement. Vous êtes, disiez-vous, devenu écolo. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Alors, bonjour, effectivement, j'ai eu le plaisir de travailler avec Alter et ça a été, alors peut-être pas un déclic, enfin en tout cas j'ai pris conscience qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient plus simples à mettre en place que je ne l'imaginais. Pour moi, être écolo, c'était déjà des petits gestes au quotidien que je faisais. Je privilégie le bus, je trie mes déchets, des petites choses que tout le monde ou presque peut faire sans que ça lui coûte. Mais je pensais que pour aller au-delà, ça devenait difficile, c'était compliqué. Et en fait, en travaillant avec Alter et en rencontrant et en interviewant des tas d'acteurs, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple que ce que je pouvais imaginer et qu'on pouvait faire beaucoup plus de choses que je pouvais l'imaginer aussi. Donc c'est plus simple. Est-ce que finalement vous trouvez aussi du plaisir à ce que vous faites et est-ce que c'est pas tant une charge que ça? Alors non, c'est pas une charge, c'est des habitudes en fait. On change ses habitudes. Vous savez, c'est comme je suis une ancienne fumeuse et c'est comme arrêter de fumer, c'est changer ses habitudes. Et devenir écolo, c'est changer ses habitudes, c'est tout. Alors il suffit, c'est dur les premiers jours, comme quand on arrête de fumer, et finalement après ça va, on s'y met. Donc c'est assez simple. Une fois qu'on connaît les bonnes pratiques. Une fois qu'on a les bonnes pratiques, c'est assez simple. Il suffit mais il faut qu'on soit guidé, peut-être tout simplement. J'ai eu la chance d'interviewer beaucoup de gens qui m'ont donné des astuces auxquelles je ne pensais pas forcément. Après, est-ce que c'est pas chiant, si je peux me permettre. Moi, j'ai même réussi à en donner un côté ludique, par exemple en créant mes propres produits ménagers. Alors, moi, je ne pensais pas que je pouvais créer mes propres produits ménagers. En fait, c'est super simple. Il faut 3 ou 4 ingrédients à tout casser. Et en plus, c'est des produits qui après servent à peu près pour tout. Et en fait, on s'est créé un atelier avec une amie. Et voilà, donc c'est devenu un moment entre amis où on a créé nos produits d'entretien. On a passé quelques heures toutes les deux. On a discuté, on a rigolé. En même temps, on a fait nos recettes, en fait, nos petits mélanges. Donc c'est en plus devenu ludique, convivial et même lien social, puisque du coup, j'ai profité pour passer un moment avec mon amie. C'est souvent ce qu'on met en avant, en effet, des opérations de ce type qui sont créatrices de liens sociaux. On en parle souvent par rapport au compostage, aux placettes de compostage qu'on peut installer en pied d'immeuble. Et on dit, en effet, non seulement vous réduisez la poubelle grise, vous créez votre compost, mais c'est l'occasion aussi de rencontrer vos voisins, de se parler. Ça paraît idiot, mais malgré tout, voilà, si on joue le jeu, c'est des bons moments qu'on peut passer ensemble. Dernière question, qu'est-ce qui fait que vous ne vous y êtes pas mis avant alors que j'imagine que vous avez entendu tous les messages aussi comme on entend tous. Donc, qu'est-ce qui a vraiment créé le déclic? Est-ce qu'il y a une question d'environnement aussi ou est-ce que c'est quelque chose de personnel? Alors, je pense qu'il y a un petit peu une dimension personnelle. Moi, mon mari, depuis que j'ai travaillé avec Alter, me dit que j'ai clairement viré écolo. Mais bon, ça va, il le supporte bien. Non, ce qu'il y a surtout, c'est que oui, j'étais informée qu'il faut prendre le bus, que le compostage, c'est bien, que polluer, c'est mal, etc., qu'il ne faut pas brûler du plastique. Ça, on le sait. Mais il y a des petites choses
qui sont finalement assez simples, mais que j'ignorais tout simplement. Malgré la quantité d'informations, l'information finalement revient souvent sur les mêmes choses, à savoir le bus, le tri des déchets, etc. Mais faire ses propres produits ménagers, je ne pensais pas que c'était aussi simple et j'y aurais jamais pensé si je n'avais pas été amenée à échanger grâce à Alter avec des gens qui le font. De la même manière, alors à Dijon, on connaît beaucoup l'abbé Canagule, mais c'est vrai que d'échanger avec eux, j'ai découvert par exemple qu'ils faisaient du prêt de vélo pour les centres aérés, des choses comme ça. Et voilà, et si on ne le sait pas, et que du coup, il suffit de leur donner des vélos plutôt que de les mettre à la déchetterie, ben, il faut le savoir. Et c'est pareil, voilà, maintenant, quand je vais aller au restaurant, je vais être plus sensible, je vais moins me forcer à manger pour pouvoir ramener grâce éventuellement au doggy bag. Enfin, il y a beaucoup d'initiatives comme ça. La bricothèque, où on met à disposition des outils plutôt que d'acheter et de jeter ou de faire des consommations inutiles. Donc c'est vraiment, en fait, tout ça, j'ignorais que ça existait. Je suis informée pourtant dans mon métier, mais j'avais pas toute cette information-là. Et je pense que il y a une volonté personnelle de se sentir utile, et en plus on se sent bien quand on fait du bien à la planète, mais aussi vraiment d'être informé et de savoir cette somme de petites choses. On connaît les grosses, mais on ne connaît pas forcément la somme de petites choses. Merci. Merci à vous. Come to me, come to me, come to me or come tomorrow. C'était donc Cléa Vincent avec le titre Come to Me. Donc vous venez d'entendre juste avant Cléa Vincent un petit témoignage de Nadège, une citoyenne journaliste comme je l'ai appelée. Isabelle, vous êtes psychothérapeute, médecin. Que pensez-vous du témoignage de Nadège, notamment quand elle dit « il suffit de changer ses habitudes ». C'est assez simple. Alors je pense qu'elle a dit aussi que c'était compliqué parce qu'elle a pris la référence avec l'arrêt du tabac. Donc je ne suis pas sûre que ce soit facile de changer ses habitudes. D'abord, il faut une volonté. Et la volonté, on ne l'a pas tout de suite parce qu'il faut un moment pour qu'on comprenne que notre comportement est problématique. Donc les personnes, pendant toute une époque de leur vie, elles ne se rendent pas compte qu'elles ont un comportement problème. Et c'est l'information, c'est ce que font les pouvoirs publics, ce que vous faites, enfin ce que font toutes les gens qui essayent de donner de l'information, qui va faire changer les opinions, les attitudes des personnes. À partir du moment où la personne aura compris que son comportement est problématique, elle va rentrer dans une phase que nous on appelle de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'elle va avoir un comportement qui ne correspond pas à ses croyances. Elle sait que c'est pas bien de fumer, par exemple, mais elle continue à fumer. Et cette phase va durer assez longtemps, mais la mettre en difficulté. Donc la personne, elle va essayer soit de rationaliser son comportement, je ne trie pas les déchets parce que c'est trop compliqué, et puis de toute façon, arriver à la déchetterie, tout est mélangé. Et puis, ou alors elle va dire, de toute façon, c'est pas grave, faut bien mourir de quelque chose, enfin, etc. Bon. Et elle va faire comme ça pendant un certain temps, jusqu'au moment où vraiment la dissonance cognitive sera trop importante, elle n'arrivera plus à justifier son comportement problématique et surtout à se l'auto-justifier, si je peux dire. À partir de là, la personne va commencer à se dire, il faut que je change de comportement. Et ça va prendre quand même pas mal de temps. Ensuite, il faut savoir qu'un comportement, c'est une espèce de programme informatique qui est câblé dans le cerveau, si vous voulez. C'est comme une carte, hein. Il y a un circuit. Et le comportement, c'est une sorte de routine, hein. On fait les choses un peu en pilotage automatique. Et donc, c'est un petit peu comme si l'information passait par une autoroute. Et quand on veut changer de comportement, on passe de l'autoroute au sentier. Il faut passer à la machette. Donc, c'est toujours très difficile. Donc, on quitte une zone de confort, en fait. Voilà, tout à fait. Donc, ça va être une période très difficile. Il va falloir faire des efforts. Au début, quand on commence à apprendre à conduire, c'est très, très coûteux en énergie. On pense à 1000 trucs à la fois. Et c'est fatigant. Donc, changer de comportement ou acquérir un nouveau comportement, c'est toujours quelque chose de difficile. D'autre part, un comportement, une fois qu'il est acquis, il ne disparaît pas. Je peux décider de ne plus faire de vélo, par exemple, ou de faire du vélo. Mais si j'ai appris quelque chose, si je sais faire du vélo, je saurai toujours faire du vélo. Donc, mon ancien comportement problématique, il est acquis pour toujours.
Maintenant, je peux aussi le laisser de côté et avoir un nouveau comportement. Mais il faudra des fois pas grand-chose, c'est le problème de la rechute, pour que le comportement ancien, les comportements problèmes reviennent. Par exemple, si je traverse une période de stress ou si la motivation à garder le nouveau comportement n'est pas suffisante. Parce que l'individu, il évalue en permanence les avantages et les inconvénients des comportements. Est-ce que j'ai plutôt intérêt à faire ça ou est-ce que j'ai plutôt intérêt à faire ci? Donc, il y a tout un arbitrage permanent, une évaluation permanente pour savoir quelle est la meilleure option pour moi. À partir du moment où la personne, finalement, a vraiment décidé que c'était la bonne option, etc., elle va décider de changer son comportement. Donc, elle va se lancer, il va y avoir un jour où elle va dire demain, j'arrête, demain, je fais comme ci, demain, je fais comme ça. Elle va le faire, si possible. Mais ensuite, il y aura toute une phase qui sera difficile, donc la phase dont je parlais, où elle va devoir acquérir ce nouveau comportement. Et c'est la phase pendant laquelle il y a un risque quand même de rechute à l'ancien comportement, si on peut dire. Puis, si le maintien dure suffisamment longtemps, eh bien, on va estimer que le nouveau comportement est acquis. Mais assez souvent, on va avoir une période de rechute, ça peut arriver. Mais quand la personne rechute, elle va retourner dans la phase où elle sait que c'est pas bien quand même, enfin, par rapport à ce qu'elle veut. Donc, le cycle va recommencer, mais d'une manière plus courte. Et assez souvent, on pense qu'il faut faire plusieurs essais pour arriver à changer définitivement. Alors, ce qui paraît important aussi dans ce que vous venez de dire, c'est que finalement, si le nouveau comportement qu'on cherche à adopter est source de plaisir, c'est d'autant plus facile peut-être aussi de changer de comportement. Alors oui, bien sûr, parce que quand un comportement a des conséquences positives, on a tendance à le reproduire. S'il a des conséquences désagréables, on a tendance à l'éviter. Maintenant, les comportements, entre guillemets, dits écologistes ou écologiques, je ne sais pas, sont des comportements qui sont perçus par les gens comme étant coûteux. Coûteux, des fois financièrement, mais surtout coûteux en matière de temps, comme matière d'énergie. Les gens vont vous dire, moi, je vais plus vite avec ma voiture qu'avec un vélo, ou c'est plus confortable quand il pleut, ou ça prend du temps de trier, je sais pas quoi, les déchets, etc. Donc, pour que les gens trouvent de la motivation dans leurs arbitrages, une fois de plus, on est quand même des animaux et on a tendance à aller au plus simple. On n'a pas envie de faire des choses coûteuses. On fera des choses coûteuses si on a une motivation, on va dire, un peu plus lointaine, parce qu'on est des animaux qui pensent, donc on voit un peu plus loin que le bout de notre nez. Donc on va être capable d'avoir des comportements différés pour attendre une récompense différée. Mais c'est le problème de l'action écologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne prends pas ma voiture pour que dans 50 ans, peut-être, la Terre soit mieux. Alors, on va revenir en effet sur ces aspects aussi de durée et puis la difficulté aussi de voir justement les résultats d'une attitude qu'on peut avoir. Aurélien, toi, est-ce que ça te coûte d'intégrer tous ces changements dans ta vie ou est-ce qu'au contraire, tu y vois quelque chose de gratifiant ? Je répondrai tout simplement par les deux. Je me suis retrouvé complètement dans les propos qu'a pu avoir Isabelle. Si je mets de côté l'aspect financier, par rapport au mot « coûte » que vous avez employé, ça me coûte effectivement des efforts. Ça me coûte de me faire violence pour changer certains comportements, certains référentiels que je peux avoir dans mon tête. On parlait de circuit intellectuel, voilà. Et donc du coup, je suis de cette nature d'être quelqu'un de curieux, d'explorateur. Et c'est vrai que pour changer mon comportement et le mettre en accord avec mes valeurs, il y a effectivement dans cette phase de dissonance une phase de recherche d'informations, de contact, de solutions, qui fait que j'ai plutôt l'impression de jouer un Indiana Jones pour effectivement trouver des solutions. Et donc du coup, j'expérimente, je découvre, je me plante, j'apprends au fil de mes expériences et des rencontres que je peux avoir. Et donc du coup, par rapport à la notion de plaisir, c'est un jeu pour moi un peu de faire ça. J'y prends plaisir et c'est bien ou c'est mal d'avoir tel type de comportement, tel type, mais voilà, je connais les impacts j'essaie de connaître les impacts de tel choix, donc négatif ou positif, et donc de générer des impacts positifs via mes choix. Concernant l'aspect financier, le bilan est à faire un peu sur deux pas de temps aussi, je dirais le temps court, où là, certains choix me permettent soit de faire des économies, je fais attention à l'eau, je fais attention à l'éclairage, je le vois sur ma facture à un moment ou à un autre, même si c'est minime, je sais que c'est positif. Donc je suis effectivement gagnant financièrement, et puis toutes ces économies que je fais, je peux les investir, on va dire, dans ce qui coûte plus cher, parfois en termes de développement durable. Oui, au départ, c'est un investissement qui peut paraître plus coûteux, voilà, et finalement, les économies sont plus sur le moyen ou long terme. Voilà, il y a plein de
retour sur investissement à court terme, tout à l'heure on parlait des produits ménagers, je suis sûr que cette dame qui a témoigné fait des économies au regard de ces produits ménagers. Là, l'éclairage, on fait des économies, l'eau, on fait des économies, voilà, c'est sûr. Après, effectivement, l'alimentation, parfois, l'alimentation de proximité ou biologique a un petit surcoût, mais en mangeant moins de viande, en faisant attention au gaspillage alimentaire qu'on peut avoir à la maison, on fait aussi des économies qui permettent de lisser, on va dire, un peu le surcoût. Et après, sur le long terme, en termes de coûts, je dirais que, par exemple, si je prends toujours l'exemple de l'alimentation, en faisant plus de sport, en mangeant plus sainement, je ne vois pas les impacts positifs à court terme en tant que tel, mais je vais moins chez le médecin, je suis plus en forme, et donc au final, je suis gagnant également aussi. D'accord. Ce que j'ai aimé dans la première partie de ta réponse, c'est les mots « jeu »,« curieux »,« explorateur ». Du coup, tu as conscience de la créativité aussi que ça véhicule et du côté inspirant aussi pour tes proches? Oui et non, parce que je vois effectivement que des personnes qui sont aussi créatives que moi, aussi positives autour du jeu, sont plutôt suiveuses. Quand je travaille avec des enfants, des personnes de ce type-là, j'arrive à faire passer certaines valeurs. Après, je peux aussi passer pour ce qu'on appelle un enverdeur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient avec une doctrine qu'il essaye d'inculquer aux gens, et ça passe moins. Donc, même dans ma propre famille, il faut trouver les leviers individuels que chacun peut avoir pour appuyer là où ça peut toucher. Ça peut faire mal ou ça peut faire du bien. Ça peut toucher, non pas faire mal justement, j'aime pas la dissociation bien ou mal, mais voilà, exploration, innovation, etc. Voilà. Mais il y en a ça passe, il y en a ça passe pas. Bon, on se fait une deuxième pause musicale avec Bonga. Le titre, c'est Molimba Xangola. Et donc, c'est l'occasion de vous dire que Bonga sera au Tribu Festival du 30 septembre au 9 octobre à Dijon. Et Bonga passera à la salle Mendes France, plus exactement le 1er octobre. Hey, Molimba Xangola. C'est ça. Vous écoutez Café Croissant Environnement, le nouveau magazine mensuel d'Alter Bourgogne-Franche-Comté sur Radio Campus 92.2. Alors, je voudrais vous faire écouter un extrait d'une interview du philosophe Dominique Bourg, qui travaille beaucoup sur les questions d'écologie. Il a participé à une de nos conférences annuelles, c'était en février 2015, et nous lui avons posé 2 questions. Pensez-vous que nous avons pris conscience des problèmes environnementaux et de leur gravité? Et pourquoi nous est-il si difficile de réagir en conséquence? Eh bien, très clairement, ça fait depuis juin 72, sommet de Stockholm, qu'on s'est mobilisé sur les questions d'environnement. Et effectivement, depuis maintenant plus de 40 ans, on n'a jamais accompli que ce qu'on pourrait appeler des progrès incrémentaux. En d'autres termes, la situation s'est très puissamment dégradée. Si je regarde la question du climat, vous le savez, en dépit de Paris, à la fin de la conférence de Paris en décembre 2015, le fait de ne pas dépasser les 2 degrés, c'est quasi impossible aujourd'hui. Et on sera peut-être, d'ailleurs malheureusement, compte tenu de l'accord entre la Chine et les États-Unis récemment, largement au-delà des 2 degrés. En termes de destruction des espèces, l'UICN nous raconte qu'entre 1970 et 2010, la moitié des espèces connues ont disparu. En d'autres termes, on a déjà profondément modifié les conditions d'habitabilité future de la Terre. On ne s'en est pas encore rendu compte, mais on est déjà passé et on va passer dans un monde qui sera très sensiblement différent de celui que nous avons connu. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, bien au contraire. Ça veut dire que là, on avance vers un mur et au moins ralentissons la vitesse avec laquelle on va le percuter. Les raisons pour lesquelles on en est là sont des raisons de fond. Ce n'est pas parce que nous sommes particulièrement méchants et stupides, nous sommes tout simplement des êtres finis, des animaux, ce qu'on oublie très souvent. Et en fait, il y a 2 situations dans lesquelles on réagit puissamment. La première de ces situations, c'est lorsqu'on est confronté à une menace sensible, évidente, qui alerte tous nos sens. Imaginez un chasseur-cueilleur qui voit débouler sur lui un mammouth, il va tout de suite prendre les jambes à son cou et il va détaler. Si on lui dit dans 20 ans, un mammouth va débouler sur toi, évidemment, il ne bougera pas. Ça, c'est la première situation. Or, les problèmes d'environnement
sont des problèmes abstraits. Ce n'est pas en sortant dehors que je peux me rendre compte du fait qu'il y a 400 ppm de CO2 dans un volume d'1 million de molécules d'air, qu'il y en a 400 de CO2. S'il y a des micropolluants dans cette salle, je n'en sais rien. S'il y avait un morceau de plutonium devant moi, l'effet immédiat serait nul. Donc tous les problèmes d'environnement sont des problèmes abstraits qui nous ramènent à une certaine forme de distance dans le temps, dans l'espace, et ce n'est pas du tout le type d'événements pour lesquels on se mobilise. Personne ne manifeste sur le climat. Vous allez me dire, il y a une manifestation organisée il y a quelques mois. Oui, mais 700 000 personnes sur, et encore 700 000 en étant généreux, sur 7 milliards 300 millions, c'est vraiment pas beaucoup. Et la seconde situation dans laquelle on se mobilise, c'est lorsqu'on se sent responsable. C'est la fameuse règle d'or. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fît. Et dans ce cas-là, effectivement, si j'impose à autrui de façon évidente un dommage, eh bien, je ne pourrai pas ne pas me justifier. C'est la fameuse fable du loup et de l'agneau. Le loup est humain et il ne croque pas de manière sauvage l'agneau. Il est obligé de se justifier. Or, précisément, en matière d'environnement, les dommages en question, ce sont des dommages simplement auxquels on contribue chacun d'une façon infinitésimale. Notre sens de la responsabilité individuelle est absolument pas engagé. Donc voilà, on est confronté, si vous voulez, à deux traits très caractéristiques, où les questions environnementales sont au rebours des questions qui, traditionnellement, et pour des raisons sans doute entre guillemets naturelles, nous bougent et nous font nous mouvoir et nous font réagir. On n'est pas dans cette situation-là. Donc il faut trouver des artefacts, des artifices pour nous amener à ce qu'on sait de façon très abstraite, eh bien, débouche sur de l'action. Et ça n'est pas simple. Isabelle Escousse, vous êtes médecin, spécialiste des thérapies comportementales, je le rappelle. Qu'est-ce que ça vous évoque, l'image du mammouth ? Eh bien, je pense que tout a été très bien dit, très bien énoncé. C'est vrai que les gens, les individus, les humains, les animaux humains, comme il a dit, ne sont pas, ont du mal effectivement à évaluer les conséquences à long terme de leur comportement quand ils n'ont pas de résultats, quand ils n'ont pas de feedback sur le résultat. Et c'est vrai que les comportements par rapport à l'écologie, à la protection de l'environnement, etc., ne donnent pas forcément des impacts bien sûr immédiats. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que les gens auront beaucoup plus de facilité à modifier des comportements qui vont leur donner des économies sur leurs factures, etc. Parce qu'ils vont voir assez rapidement la différence. Par contre, des comportements pour lesquels, par exemple, diminuer la pollution dans sa ville en prenant son vélo, les gens vont plutôt se dire, moi, quand je prends mon vélo, je vais respirer plus de pollution, donc je vais me faire plus de mal. Enfin, c'est un petit peu ce qu'on entend dire. Donc finalement, ils ne voient pas très bien en quoi leur comportement, à ce que j'ai dit tout à l'heure, va avoir des conséquences positives ou négatives. Donc finalement, je pense que pour changer de comportement, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'à un moment ou à un autre, il y ait une dissonance cognitive, que la personne ait conscience que son comportement n'est plus acceptable, qu'elle trouve, que la motivation soit l'altruisme pour la responsabilité ou bien tout simplement pour elle-même, pour sa santé, pour ses enfants et sa descendance. À partir du moment où elle a acquis cette conviction, elle va devoir changer. Mais si on veut que effectivement ce changement se maintienne et s'étende dans différentes sphères de la vie, parce que le comportement écologique, il est dans tous les actes de la vie, donc ça fait beaucoup, eh bien, il faut qu'elle ait de temps en temps des retours, on va dire, sur investissement. Il faut qu'il y ait des feedbacks. Il faut qu'elle se rende compte, cette personne, que ce qu'elle fait n'est pas à fond perdu. Et là, évidemment, c'est plus difficile. Donc, moi, je n'ai pas forcément la réponse, mais je pense que les gens qui font de l'action dans ce domaine doivent vraiment essayer de faire en sorte de montrer les résultats actuels, concrets, des efforts que les gens ont faits hier. Parce que sinon, effectivement, ils auront du mal à maintenir, à continuer le changement juste pour la gloire. Aurélien, la deuxième raison qu'évoque Dominique Bourg, par rapport à la difficulté de changer, c'est le fait de ne pas se sentir individuellement responsable de la crise. Donc c'est la question de la responsabilité individuelle et de la conscience qu'on peut en avoir. Ça joue un rôle important dans la volonté de changer ? Oui, surtout pour l'humain qui est un être très social. Je vous dirais toujours, je vous prendrai l'exemple un peu d'un troupeau où il y a un mouton noir dedans, entre guillemets, on pourrait dire maintenant un mouton vert.
qui ne veut pas faire comme les autres, parce que c'est quelqu'un qui est un peu plus explorateur que les autres, qui est curieux et qui veut sortir du moule ou même s'affirmer. Si je prends un parallèle avec le comportement humain, on peut le voir avec les marques de vêtements, la volonté de s'affirmer. Donc l'être humain est comme ça, et puis parfois, si la personnalité de la personne qui a ce comportement ou cette façon de s'habiller est communicative, ou que la personne arrive à communiquer sur l'intérêt de porter tel vêtement ou d'avoir tel comportement, et bien derrière, il a fait la preuve, la démonstration que ce comportement était bénéfique pour lui, et qu'il était peut-être bénéfique pour la société, et il a réussi à entraîner les gens avec lui. Et donc du coup, je ferai le parallèle avec ce qu'appelle Gérard Magnin de Energy Cities, les potes, donc les pionniers ordinaires de la transition écologique et énergétique. Et c'est ça exactement aujourd'hui. On est une société de 7 milliards d'humains sur la planète. Il y en a un certain nombre qui est sensibilisé. On parlait de 700 000 qui avaient manifesté. J'espère 700 millions un jour. Il y a des précurseurs qui sont là, il y a des explorateurs qui expérimentent, puis après il y aura des suiveurs, il y aura des opportunistes. C'est à la mode d'être écolo, soyons écolo. Et puis il y aura toujours des personnes qui freineront, qui traîneront des pieds, et à un moment ou à un autre, elles seront la minorité de la société, et puis on arrivera, la planète Terre arrivera à supporter ces comportements un peu extravagants, négatifs, mais voilà, on aura tous, la conscience collective aura évolué. Et pour moi, aujourd'hui, tout à l'heure on parlait de dynamique, on est dans une balance qui est déséquilibrée dans le mauvais sens aujourd'hui. Peut-être qu'elle sera bientôt, j'espère, qu'on va passer ce point de bascule et basculer dans le bon sens. Est-ce que c'est important de rendre finalement ce changement désirable, parce qu'on voit bien aussi qu'on touche à des valeurs importantes, et donc est-ce qu'on n'est pas sur le désir d'inculquer des valeurs qui seraient la valeur vie saine, la valeur respect de la nature, la valeur alimentation saine, et est-ce que ce sont en fait ces valeurs qu'il faudrait rendre désirables? Difficile de répondre à ça. Je dirais déjà dans un premier temps que Isabelle le disait tout à l'heure, le changement est déjà un effort. Si on ne trouve pas plaisir dans cet effort, on ne fera pas l'effort. Ou alors on le fera une fois pour faire plaisir à la personne qui nous a demandé de le faire. Mais si on trouve cet effort trop compliqué, on ne le refera pas. Pour avoir travaillé beaucoup sur les questions de mobilité, je prends l'exemple des personnes qui prennent les transports en commun, qui ne les avaient jamais prises, et j'appelle ça la première fois, c'est-à-dire que elles font pour une fois, ça y est, elles ont décidé, elles prennent leur vélo ou elles prennent le bus ou le train, et tout se passe mal. Elles n'arrivent pas à se repérer dans une gare, le train est en retard, il faut porter le vélo dans les escaliers, tout se passe mal. Elle n'y reviendra pas, parce qu'elle n'y a pas pris de plaisir. Et pourtant, s'il y avait eu quelqu'un qui lui avait donné la main, qui lui avait expliqué, qui lui avait montré où est-ce qu'il fallait aller, passer en passant par là, elle gagnerait du temps, elle prendrait du plaisir, qui lui avait montré, mis en exergue tous ces avantages concurrentiels de la mobilité alternative, cette personne-là aurait vécu sa première fois complètement différemment. Et cette expérience serait positive, et puis elle pourrait la communiquer à un père, parce que quand c'est un expert qui parle à un citoyen, ça passe moins bien, mais quand c'est un père qui parle, un homologue qui parle, donc un citoyen qui parle à un citoyen, ça passe beaucoup mieux. Donc du coup, pour moi, la question du plaisir ou de l'avantage concurrentiel mis en exergue est très très important. On fait une petite pause musicale ? Wake up, can you feel the world outside? Can you see me writing postcards while the sun is bright? C'était Pamela Hutt. On reprend notre interview pour une dernière question. Donc on est sur le changement de comportement sur fond de crise écologique et de problèmes environnementaux. Aurélien, Isabelle, c'est quoi finalement des facteurs déclenchants du changement ? Alors c'est un petit peu difficile de dire qu'il y a des facteurs un peu univoques qui déclenchent le changement. En général, le changement va s'opérer au moment où la personne va avoir fait le constat, donc depuis un moment en général, que son comportement ne lui convient pas, pour X raisons.
Et comme on l'a vu tout à l'heure, elle va avoir beaucoup de mal à changer son comportement, mais un jour, on va dire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, il va y avoir un déclic. Alors, ça va dépendre, hein, ça va être, comme Aurélien l'a dit, effectivement, le constat que d'autres personnes le font, hein, ce qu'on appelle le désir mimétique, vouloir imiter les autres. Il va y avoir, parfois, ça peut être un choc d'avoir vu quelque chose à la télé ou d'avoir entendu une information, mais qui est venue toucher finalement une problématique qu'on avait déjà. Hein. Voir la terre toute sèche après une grande sécheresse ne va pas nous pousser à arrêter d'arroser, sauf si on était déjà dans cette problématique, dans ce questionnement. Hein, donc il faut déjà qu'il y ait la phase de ce qu'on appelle nous de contemplation, hein, de changer, avant de changer, quand on commence à penser à changer. Puis ensuite, le déclencheur va pouvoir s'opérer. Donc soit un événement, soit un trop-plein. On a décidé que c'était plus possible comme ça, qu'il fallait faire autrement. Et alors après, évidemment, les informations qu'on va recevoir, que ce soit des autres, que ce soit de la société, etc., vont nous aider. Et puis, bien sûr, aussi avoir les possibilités de changer, parce que pour changer, par exemple, pour prendre l'exemple du vélo, beaucoup de gens attendent pour faire du vélo qu'on leur mette des pistes cyclables. Donc, les infrastructures, tout ce qui va aider la personne à changer, va être aussi un puissant facteur de changement. La personne, il faut qu'elle ait un environnement qui soit en adéquation avec sa motivation. Donc il y a un aspect en effet processus un peu long et puis environnement. Aurélien, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, juste une petite précision aussi pour compléter ce qu'il vient de dire. On parlait d'environnement favorable au changement, mais moi je parlais aussi de modification de l'environnement au quotidien de vie, dans le sens quand il y a à certains moments les repères sont cassés par un événement dans la vie, une actualité qui tombe, la vache folle par exemple, un décès, une mutation professionnelle, on a besoin de se reconstruire des repères et c'est souvent lors de changements brutaux aussi comme ça qu'on se recrée un environnement de vie et la société doit être présente dans ces moments-là pour donner les bons repères aux citoyens et que de nouveaux comportements favorables à la préservation de notre cadre de vie soient dès le début inculqués. Les bons repères et les bonnes solutions. Ok, je vous remercie tous les deux. On va changer de sujet avec une rubrique que j'ai intitulée « Vue dans la presse ». Alors, je voudrais maintenant faire écho à un article que j'ai lu cet été sur reporter.net, un article sur un sujet bien d'actualité auquel personne n'aura échappé, je pense. Il s'agit de la douce folie qui s'est emparée des jeunes avec le jeu Pokémon Go. Vous avez compris le principe ? Le jeu consiste à se promener téléphone à la main un peu partout. L'écran affiche exactement ce qui se trouve en face de vous, reproduit le plan du secteur et y superpose le monde des Pokémon, vous indiquant où trouver et surtout capturer ces petites bêtes. Alors la question posée par l'article est « Les Pokémon nous rapprochent-ils de la nature ?» J'ai en effet souvent entendu un argument en faveur du jeu disant qu'il poussait les jeunes à sortir de chez eux, à pied, à vélo, qu'il les poussait à aller dans la nature et qu'il leur permettait de se rencontrer, de se parler, d'échanger, de créer du lien. Alors dans l'article, il y a ceux qui disent « L'écologie, c'est être sensible à son environnement immédiat et ce jeu permet cela. Les jeunes se retrouvent pour chercher des Pokémon, ils se sensibilisent à un environnement social et spatial et c'est mieux que la télé. » Et puis, il y a ceux, en revanche, qui disent que la chasse aux Pokémon ne conduit pas du tout à une réelle observation de la nature. On voit des Pokémon, on les attrape, on est dans l'immédiateté. Observer demande du temps. Le temps de l'observation de la nature n'est pas du tout le même que le temps que l'on passe à chercher à les attraper. Alors, d'après vous, quel rapport à la nature ce jeu véhicule-t-il ? Isabelle, Aurélien ? C'est difficile de répondre parce que d'abord, c'est souvent dans les villes qu'il y a des Pokémon, si j'ai bien compris, qu'il n'y en a pas beaucoup dans les campagnes. Donc, je ne suis pas sûre que ça invite vraiment beaucoup les gens à aller dans la forêt, mais plutôt dans les parcs des villes. Donc, ce n'est pas tout à fait la nature. Maintenant, c'est un jeu. Il ne faut peut-être pas non plus en déduire que ça va influencer nos comportements durablement. C'est toujours bien que les gens puissent sortir. Et puis, s'ils ont besoin de médias pour appréhender finalement le média téléphone, au jeu, pour appréhender le réel. C'est peut-être aussi parce que ça fait quand même longtemps qu'ils ont été élevés comme ça, éduqués comme ça. Je pense qu'il y a une génération de gens, les enfants d'aujourd'hui, adultes de demain, qui voient le monde à travers le filtre des différents médias, à commencer par leur téléphone. Donc il faudra bien se faire à ça. Il faut faire avec.
Oui. Aurélien, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est peut-être plus une application qui a le mérite peut-être plutôt de faire remarcher nos enfants, voilà, les sortir du canapé. Donc c'est peut-être bénéfique pour l'aspect sportif. Après, pour l'aspect nature, je suis beaucoup plus réservé. C'est peut-être une première marche, mais bon, il existe déjà des applications, d'autres applications qui nous connectent beaucoup plus à la nature. Je pense notamment à des applications qui permettent de reconnaître des plantes, des chants d'oiseaux. Il y a même justement, surfant sur la vague du Pokémon Go, une application qui est sortie qui s'appelle HOALI, donc OALI, et qui permet, elle, de chasser les déchets qui existent dans la nature. Alors, en effet, il y a aussi une autre application qui s'appelle Optimiam. C'est le nom d'application anti-gâchis qui informe en temps réel des promotions sur les excédents alimentaires des commerçants autour de soi. Donc, en effet, on voit que ça peut aboutir à des choses pas inintéressantes. Écoutez, merci. Je passe maintenant à l'agenda. Alors, je vais prendre quelques minutes pour passer en revue l'agenda de l'environnement. Un agenda que vous pouvez retrouver sur notre site internet alterbourgognefranche-comté.org. Donc rapidement, du 26 au 28 septembre aura lieu le premier sommet mondial des acteurs du climat, encore appelé Climate Chance, à Nantes. C'est un événement mondial et d'après leur site, Climate Chance a vocation à devenir le rendez-vous régulier de l'ensemble des acteurs non étatiques engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique. Donc le site, c'est climatechance2016.com. Du 26 septembre au 3 octobre, ce sera la seconde édition du cycle de cinéma écolo-citoyen Écologo à Dijon, au cinéma de Vosges. Donc là, c'est 8 jours de festival, 6 films, 6 projections débats, 3 avant-premières, 2 séances par jour. Toutes les infos sont à retrouver sur une page Facebook Écologo. Parmi les films projetés, on pourra y voir, j'ai relevé Vino Veritas, Le potager de mon grand-père, Trasht, La glace et le ciel, Solution locale pour un désordre global ou encore La supplication, des témoignages des populations de Tchernobyl. Le 30 septembre, c'est la Nuit des chercheurs, un événement majeur de culture scientifique qui se déroulera sur le campus. Une série de visites nature sont organisées par le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne. Donc une randonnée nature en puisée à Trégny le dimanche 2 octobre. Une sortie découverte des arbres remarquables du Chalonnais le 8 octobre à Givry. Donc là, c'est un spécialiste qui vous propose de découvrir des arbres d'essences diverses, locales ou exotiques, et leur lien avec l'histoire locale ou l'histoire de France. Donc c'est de 14h à 17h et le rendez-vous aura lieu devant l'église de Givry. On reste avec la nature avec un chantier nature à Nantou, en Côte d'Or, le samedi 15 octobre. Et là, il s'agit d'aller restaurer des anciens murets en pierre sèche. Rire, partage et savoir-faire seront les maîtres mots de la journée. Pique-nique offert, nous dit le site du Conservatoire des sites naturels. Pour finir, un événement qui s'adresse davantage aux professionnels. C'est un café repère sur le thème des politiques publiques de développement durable. Donc ça, c'est un événement qui est organisé par Alter Bourgogne-Franche-Comté. C'est le vendredi 7 octobre à Saint-Brisson, à la Maison du Parc. Et donc l'idée, c'est de faire venir des professionnels qui ont témoigné dans ce numéro de repère qu'on a publié, ouvrir cette rencontre à tous ceux qui ont des questions et permettre l'échange d'idées. Je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps. 3 minutes. Alors, je finirai avec 2 ouvrages que je vous recommande et qui sont disponibles au Centre d'information et de documentation d'Alter. Alors, le premier, c'est « Comment j'ai sauvé ma planète ? L'écologie appliquée à la vie quotidienne ». C'est de Sophie Kaya aux éditions du Moment. Donc là, l'auteur raconte les expérimentations qu'elle a menées pour être écolo au quotidien, avec pour chacune d'elles une fiche d'évaluation du rapport plaisir, efficacité, économie. C'est écrit avec beaucoup d'humour, d'autodérision, c'est plein d'anecdotes, mais l'auteur a aussi testé des choses de manière sérieuse et au final, c'est un livre qui aiguise le sens critique. Et puis, deuxième ouvrage, c'est La stratégie du colibri, pour la planète, passons à l'action, de Séverine Millet aux éditions Minerva. Là, il s'agit d'un guide qui décortique les différentes étapes pour passer à l'action. C'est très bien fait, c'est le genre de livre qu'on peut ouvrir à n'importe quelle page qui comporte des titres de contenu très différents, des listes, des recommandations, des citations, des conseils. Tout ça pour mettre en place des initiatives locales et collectives de type comment créer une AMAP ou comment mener une campagne de sensibilisation sur les déchets. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier Isabelle Escousse pour sa participation. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez réécouter l'émission ou la recommander à l'un de vos proches, sachez qu'elle est disponible en podcast depuis le site dijon.radio-campus.org. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et vous donne rendez-vous dans un mois. D'ici là, prenez soin de vous et de votre environnement.